Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à l'Australie. Nous avons évoqué récemment l'histoire de ce pays, entre aborigènes et descendants d'immigrants britanniques. Et bien aujourd'hui, voilà donc un pays de culture occidentale qui se retrouve comme rattrapé par sa géographie parce qu'il est de plus en plus ancré dans la sphère asiatique. Alors est-ce qu'on va vers des contradictions? L'Australie est en Océanie, dans l'océan Pacifique, au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de la Nouvelle-Zélande. Son territoire est immense, le 6e plus grand pays au monde, avec près de 8 millions de kilomètres carrés et une population de seulement 22 300 000 habitants. C'est la 12e économie mondiale, restée dynamique en dépit du contexte économique global. Regardez ce schéma. Il nous montre l'évolution des taux de croissance de l'Australie, des États-Unis, de l'Allemagne et de la France depuis 1992. Eh bien, l'Australie est le seul pays de l'OCDE à n'avoir pas connu de croissance négative depuis 20 ans. Son taux de chômage est assez bas, 5% en 2011, et la même année, sa dette représente 31% de son PIB, contre 94% pour la France. Donc le pays a bien résisté à la crise économique qui a débuté en 2008. Alors comment est-ce que l'Australie a fait pour faire face à cette crise qui est pourtant mondiale? Eh bien, une partie de la réponse se trouve à la fois dans ses ressources naturelles et dans l'évolution de ses relations commerciales. Commençons par les ressources. Comme on va le voir sur ce document, le sous-sol de l'Australie est riche. On y trouve du charbon, du fer, du plomb, du zinc, du cuivre, de l'argent, de l'or ou encore des diamants. Il y a aussi de l'uranium, ressource tout à fait stratégique. Le pays en est le 3e producteur mondial et il détient les plus importantes réserves prouvées. En 2011, l'industrie extractive est le 4e contributeur au PIB australien et elle représente 60% des exportations du pays. Eh bien justement, où vont ces exportations? Regardez ces deux schémas. Ils nous montrent les principales destinations des exportations australiennes en 1990 et en 2010. Eh bien, on constate que c'est vers l'Asie que partent la plupart de ces exportations. On voit aussi que la part asiatique a considérablement augmenté entre 1990 et 2010, ce qui a eu pour effet d'atténuer l'impact de la crise sur l'économie australienne. Et si d'ailleurs on regarde dans le détail, on observe que cette augmentation est surtout due à la croissance chinoise. En 1990, la part des exportations vers ce pays s'élevait à 2,4% et ce chiffre avoisine les 24% 20 ans plus tard. Et la Chine est d'ailleurs devenue le premier partenaire commercial de l'Australie en 2007. Pourquoi? Eh bien justement parce que l'Australie est en mesure de répondre à la forte demande chinoise en matières premières. Le minerai de fer, par exemple, représente en 2010 57% des exportations vers la Chine, soit 16% de l'ensemble des exportations australiennes. Sauf que l'essor de l'industrie minière liée à la demande asiatique soulève de nombreuses interrogations sur le plan environnemental. Rapprochons-nous. Vous voyez sur cette carte la Grande Barrière de Corail. Longue de plus de 2000 km, c'est le plus grand ensemble corallien au monde. Elle accueille 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons, 4000 espèces de mollusques. La Grande Barrière de Corail est donc un des hauts lieux de la biodiversité dans le monde. Elle revêt donc une grande importance scientifique. D'ailleurs, pour cette raison, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Mais en même temps, cette barrière de corail a une importance économique. C'est un haut lieu du tourisme mondial qui génère un revenu annuel de 3,5 milliards d'euros et la barrière de corail se trouve juste à proximité des grandes routes maritimes à destination de l'Asie. Regardez ce document. Les points bleus illustrent la densité du trafic maritime dans la région et dessinent ce qu'on appelle l'autoroute du charbon. Et en rouge, ce sont les zones protégées ou interdites à la navigation afin de préserver le récif corallien. Or, il se trouve que parfois, pour gagner du temps, certains commandants de navires s'écartent des routes autorisées. Résultat, en avril 2010, un cargo chinois s'est échoué sur la barrière de corail, déchirant le récif corallien sur 3 km de long et sur 250 mètres de large. L'accident a nécessité une opération de nettoyage sur 60 km avec un coût de 25 millions d'euros. Or, du fait de l'augmentation de la demande asiatique qu'on a évoquée,
on s'attend à un développement des activités minières en Australie, ce qui va entraîner une intensification du trafic maritime dans la région. Le port de Gladstone, idéalement situé pour assurer ces développements, a entamé la construction d'un nouveau terminal d'exportation du charbon. Et une usine de liquéfaction de gaz naturel devrait voir le jour en 2015, non loin de là, sur l'île Curtis. Si le gouvernement australien ne prend pas des mesures pour mieux protéger la Grande Barrière de Corail, les Nations Unies ont annoncé qu'elles pourraient l'inscrire sur la liste des sites en péril. Cette décision est peut-être symbolique, mais elle pointerait tout de même du doigt la négligence des autorités australiennes pour son patrimoine écologique. Autre question à laquelle l'Australie est confrontée, sa position géographique dans le monde. Regardez ce planisphère. L'Australie est, comme on dit, aux antipodes. Les Australiens eux-mêmes disent souvent qu'ils habitent down under, ce qui veut dire en bas, en dessous. Et la localisation de l'Australie, de fait, a souvent été considérée comme un inconvénient, la plaçant loin des grands circuits commerciaux. Mais aux antipodes de quoi, au juste? Car si on change de point de vue, on voit bien que l'Australie n'est plus en marge, mais au contraire à proximité des économies asiatiques en forte croissance. Du coup, la position géographique du pays est devenue un atout. Et l'Australie compte bien en tirer profit en renforçant ses liens avec l'ensemble de ces pays, notamment par le biais des organisations régionales. L'une des ambitions de Canberra est de rejoindre l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, mais certains pays de cette association refusent son entrée, car ils considèrent l'Australie comme partie intégrante du monde occidental. L'Australie a réussi à intégrer en 2005 le sommet de l'Asie orientale, sorte d'ASEAN plus 6, ce qui lui donne ainsi le statut de partenaire privilégié. Elle participe aussi à l'APEC, le Asia Pacific Economic Cooperation, c'est un forum économique rassemblant 21 pays de la région. Donc si je résume, sur le plan économique, l'Australie cherche à se rapprocher de la sphère asiatique, alors que sur le plan stratégique et militaire, le pays reste dépendant de ses relations avec ce qu'on appelle l'Occident, et ce depuis sa colonisation par le Royaume-Uni au XVIIIe siècle. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, la prise de Singapour par les Japonais, puis le bombardement de Darwin, font prendre conscience à l'Australie que le Royaume-Uni n'est plus en mesure d'assurer sa sécurité. Le pays alors se tourne vers les États-Unis. La pierre angulaire de l'alliance entre les États-Unis et l'Australie, c'est un accord de coopération militaire signé avec la Nouvelle-Zélande en 1951. Le traité dit ANZUS, une sorte de mini-OTAN régionale, est censé assurer la sécurité de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors en contrepartie, Canberra envoie hommes et matériel dès lors que les États-Unis sont engagés militairement, notamment lors des guerres de Corée, du Vietnam, du Golfe, d'Afghanistan ou encore d'Irak. Eh bien cet alignement de l'Australie lui a valu le surnom de shérif adjoint des États-Unis. Or aujourd'hui, l'alliance de ces pays est d'autant plus perçue comme nécessaire que l'Australie s'inquiète des orientations militaires de la Chine. En 2000, le budget militaire chinois était de 15 milliards de dollars. 10 ans plus tard, il est passé à 119 milliards de dollars, ce qui place la Chine au deuxième rang des dépenses militaires mondiales, loin derrière les États-Unis, mais devant le Royaume-Uni, la France ou la Russie. Dans l'océan Indien et en Asie du Sud-Est, la Chine a progressivement mis en place des bases et des installations militaires, ce qu'on appelle d'ailleurs le collier de perles. Or, ce collier de perles se trouve sur les routes commerciales maritimes reliant l'Australie au reste de l'Asie. Alors, pour se prémunir face à ce renforcement militaire de la Chine, l'Australie, on l'a compris, compte sur les États-Unis, et le pays pourrait, en sens inverse, devenir un pilier de la stratégie militaire américaine dans le Pacifique. En 2012, Washington a envoyé 250 Marines américains sur la base australienne de Darwin, et d'ici 2016, l'effectif pourrait passer à 2500 hommes. Alors on mesure bien la contradiction dans laquelle se trouve désormais l'Australie. Elle veut conserver ses intérêts économiques liés à la Chine, tout en préservant ses intérêts stratégiques qui, eux, sont liés aux États-Unis. Un spécialiste australien de ces questions-là, Hugh White, résume bien le dilemme. Je le cite. Pour la première fois de notre histoire, nous nous trouvons dans une situation où notre allié commercial, la Chine, est en opposition frontale avec notre allié stratégique, les États-Unis.
Alors d'ailleurs, il est intéressant de noter que le gouvernement australien a récemment commandé un livre blanc dont la thématique est, je résume, l'Australie dans un siècle asiatique. Vous pouvez lire l'Atlas de l'Océanie aux éditions Autrement, le livre Australie, Histoire, Société et Culture de Maya Ponsonnet et Pierre Grudman aux éditions de la Découverte, et puis la revue Pouvoir, numéro 141, qui est particulièrement consacrée à l'Australie aux éditions du Seuil. Et puis je vous rappelle que vous pouvez consulter les archives de l'émission sur notre site internet ddc.arte.tv. Vous allez trouver là plus de 200 dossiers constitués de nos cartes, de nos références bibliographiques et documentaires. Et puis nous avons aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez suivre l'actualité du dessous des cartes.